Le quota que nous avons demandé cette année est de 2300. Il peut paraître petit, faible, mais notre ambition, c'est de faire en sorte que très tôt, bien en amont, nous puissions atteindre ce quota. Et si nous avons atteint ce quota, ce sera avec plaisir que nous, autorités responsables ministérielles, nous ferons tout pour rouvrir le quota et avoir des places supplémentaires avec les autorités saoudiennes. C'est quelque chose que nous avons déjà discuté avec elles, mais ça nous permet d'amener nos compatriotes faire ce pilier, réaliser ce pilier essentiel qui est un élément important de leur vie. Pour beaucoup, ils attendent toute leur vie pour pouvoir réaliser le Hajj. Et nous devons tout faire pour que le Hajj, pour eux, soit une expérience heureuse. Au-delà de l'expérience religieuse, elle doit être une expérience humaine heureuse. Et c'est la raison pour laquelle nous avons volontairement décidé de réduire le nombre, quitte à ce que nous demandions à ce qu'il soit augmenté, si nous nous rendons compte qu'il y a un engouement important et que vous qui êtes nos partenaires dans l'organisation de ce Hajj, vous arrivez à mobiliser le maximum de personnes. Pour pouvoir réussir ça, il faut aussi que nous soyons disciplinés. Et la discipline pour nous, dans cette organisation, c'est de savoir assez tôt le nombre de pèlerins que nous allons amener au Hajj cette année. Et c'est la raison pour laquelle, Madame la Directrice Générale l'a annoncé tout à l'heure, la date limite d'inscription sur la plateforme saoudienne est fixée au 25 février. Nous avons ensemble, après plusieurs concertations ici, décidé que la date limite d'inscription chez nous serait le 15 février. Passé le 15 février, et nous l'avons communiqué, et c'est l'occasion pour moi de le repartager encore avec vous, passé le 15 février, nous demanderons à nos compatriotes qui souhaitent, après le 15 février, s'inscrire, que Dieu les aidera pour que cela se fasse l'année prochaine. C'est le moyen pour nous de nous assurer que nos compatriotes qui partiront au Hajj cette année seront bien encadrés, que nous ferons en sorte que leurs conditions d'hébergement, de pèlerinage seront excellentes au niveau de l'Arabie Saoudite. Donc, acceptez-le ainsi. Je sais que c'est très challengeant. C'est un objectif important de vous demander entre aujourd'hui, on est le 12 décembre, et le 15 février de mobiliser tous vos pèlerins. Mais il faut que nous l'acceptions ici pour que nous puissions avoir le meilleur résultat à la fin. Et puis je terminerai par, et je sais que c'est ce sur quoi tout le monde attend, c'est de savoir quel sera le prix du Hajj cette année. L'année dernière, nous avons connu un dépassement par rapport à ce qui était prévu. Vous savez que nous sommes dans un environnement sous-régional où les prix, en tout cas les prix demandés aux pèlerins, ont augmenté de manière substantielle. Je ne veux pas citer de pays, mais dans la plupart des pays limitrophes, il y a eu une hausse assez conséquente. Mais nous savons aussi que c'est un moment important de la vie de nos compatriotes de confession musulmane. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a décidé que le prix du Hajj cette année serait maintenu, comme celui de l'année dernière, aux alentours de 3 500 000, pour nous assurer que le maximum de nos compatriotes pourront accéder à et réaliser ce rêve qui est le leur. Ça veut dire quoi? Parce qu'on maintient le prix quasiment identique à ce qui a été payé l'année dernière par les pèlerins. Ça veut dire qu'ensemble, avec vous, au niveau du COS, du sous-COS, des différents comités, nous avons un travail important à faire pour nous assurer qu'on puisse tenir dans ce budget tout en nous assurant de la bonne réalisation du Hajj. C'est un réel plaisir pour moi de dire que cette année, il n'y aura pas d'inflation au Bénin. Je pense que nous serons un des rares pays de toute la sous-région à maintenir le prix du Hajj pour pouvoir le rendre abordable pour nos concitoyennes et nos concitoyens qui souhaitent réaliser ce pilier essentiel de l'islam. Généralement, les populations, les femmes, quand elles sont victimes de violences, elles ne savent pas comment faire. Et très généralement aussi, et très souvent aussi, les cas sont gérés à l'amiable, dans la communauté, dans la famille, on n'en parle pas. Donc l'INF, le point focal de l'INF et l'antenne départementale de l'INF seront vraiment là
pour nous permettre d'être déjà au courant des cas qui existent et surtout d'apporter le secours qu'il faut. Le secours en termes de juridique, le secours en termes judiciaires, aider la victime à rapidement aller dans un commissariat, aider aussi la victime à rapidement aller dans un centre de santé pour les premiers soins. Ce qu'ils doivent savoir à travers la gestion personnelle de soi, c'est de savoir par exemple que dans leur rôle, qu'ils n'ont pas besoin de juger les gens par exemple. Lorsque vous allez pour intervenir au nom d'une organisation, d'une institution, vous devez travailler de façon transparente et de façon totalement détachée. Alors il faut le savoir. Il faut savoir qu'en voulant régler des problèmes des autres, il faut savoir aussi régler ses propres problèmes. Il faut savoir apprendre sur soi-même. La Cour suprême a institué cette rencontre de dialogue pour permettre aux juges du fond, pour permettre aux auxiliaires de justice qui participent de l'œuvre de justice. J'ai nommé les avocats, les huissiers, les commissaires-priseurs, les notaires, de s'imprégner des grandes orientations jurisprudentielles de la Cour suprême. Il ne sert à rien de laisser les cours d'appel, de laisser les juridictions de première instance prendre des décisions qui finiront par être cassées au niveau de la Cour suprême. Ça permet à notre pays d'avoir une justice de qualité. C'est pour la première fois que nous recevons une telle équipe pour un travail du genre. Ils ont abordé des thématiques qui sont des faits ou des problèmes récurrents qui opposent les populations. Et donc, leur arrivée permettra de faire ces échanges-là et d'améliorer la qualité de la justice aux justiciables. Je salue cette initiative et me réjouis du choix porté sur le département du Borgou pour le lancement des activités de ce projet qui est en phase avec le programme d'action du gouvernement 2021-2026 et les orientations nationales en lien avec l'amélioration des conditions de vie des populations et l'éradication de la pauvreté en milieu rural. La première composante, l'aménagement des espaces agricoles et pastoraux et équipement des acteurs de filière. La composante 2, appui conseil aux producteurs et aux transformateurs. La troisième composante, le renforcement institutionnel. Et la quatrième, la coordination et le suivi-évaluation. Cet ambitieux projet a les moyens d'accompagner une dynamique déjà impulsée par le gouvernement pour moderniser et transformer le secteur agricole et répondre aux futurs enjeux de société qui se présentent au Bénin. Il s'agit bien là pour nous d'un ensemble d'appuis qui vise à renforcer la productivité de l'agriculture béninoise au service du bien-être des populations. Des autres projets, frères, qui sont ici, de pouvoir faire comme un syndicat de coordination de projets pour partager vos expériences les mieux réussies. Je voudrais simplement prier les maires de trouver maintenant la possibilité, comme vous avez pu venir ici ensemble, d'un mini-atelier de 2 jours d'internalisation pour partager complètement les procédures, pour que le projet puisse vraiment partir sur les chapeaux de roue. Le combat contre la pauvreté est un combat d'envergure. Lorsque la crise arrive, il est trop tard pour commencer par courir, prendre des mesures. Il est important de se préparer en amont pour anticiper sur la survenance de ces dysfonctionnements. Des scénarios réalistes, vous allez en affronter pendant ces exercices et elles vont renforcer vos compétences opérationnelles, votre capacité à prendre des décisions éclairées dans des situations de crise et enfin, elles vont renforcer à terme la résilience collective. Nous sommes à la fin d'un projet qui, je pense, a montré toute cette nécessité et démontré qu'on pouvait avoir un vrai partenariat. Vous dire aussi que l'aventure continue puisque nous avons signé un nouveau programme de coopération il y a quelques semaines. Ça veut dire que nous sommes repartis pour une période de 5 ans avec, encore une fois, de nombreux défis à relever. Les secours nationaux sont des appuis non contributifs et non remboursables que le MASM, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance,
octroie à ces cibles à la suite d'un processus qui implique plusieurs acteurs des niveaux national, départemental et communal. Pour la commune de Porto Novo, il s'agit d'un montant total de 4 800 000 francs CFA, soit 1 600 000 francs CFA pour chacun des 3 CPS à remettre ce jour au profit de 96 personnes, soit 38 personnes indigentes, 32 personnes âgées et 26 personnes handicapées. Nous qui sommes des bénéficiaires, que Dieu nous aide aussi à respecter notre engagement. Et Dieu aussi va nous assister dans nos activités quotidiennes. Les apprentis seront dociles jusqu'à la fin de leur apprentissage. Et nos vieux, vieilles, qui ne peuvent plus faire quelque chose, qui ont pris pour la nourriture, Dieu bénira tous ceux qui vont prendre. Le rançonnement, c'est le fait d'exiger plus qu'il n'en faut pour obtenir un service ou une prestation. Ceux qui rançonnent, il y a d'abord certains agents indélicats de la SBE. Il y a également des prestataires, les sociétés privées avec lesquelles la SBE a signé des contrats pour l'exécution de travaux, soit de pose de compteurs ou d'extension, qui se font passer pour des agents SBE et qui rançonnent. Il y a enfin des gens qu'on appelle communément clébés. C'est peut-être des gens qui avaient travaillé à la SBE une fois et dès qu'ils goûtent au réseau de la SBE, ils ne veulent plus partie du réseau. Si on prend l'exemple des compteurs monophasés 5-10 ampères, c'était à 100 000. Mais le gouvernement a décrété que ce soit dorénavant à 20 000 francs. Du coup, il y a une forte demande de compteurs et c'est ça qui donne lieu à ce phénomène de rançonnement. Le vol d'énergie, c'est le fait de soustraire de l'énergie en dehors du compteur de la SPE. Donc, il y a des cas qu'on appelle piquage avant compteur. Parfois, ils agissent sur le mécanisme même du compteur. Donc, ils ouvrent le compteur en brisant les scellés de sécurité du compteur et ils agissent sur le mécanisme de sorte que si, par exemple, vous consommez 1 kWh, le compteur puisse consommer 0,5, par exemple. Et là, ça veut dire que votre consommation est réduite de 50%. Si on prend, par exemple, le cas de nos compteurs après paiement, si vous avez un compteur après paiement, le releveur ne passera plus chez vous relever. Et donc, la fréquence de passage à votre domicile est quasi nulle. Sinon, c'est peut-être une fois dans l'année. Et donc, les gens profitent pour voler de l'énergie. Ils veulent consommer sans acheter du crédit. Pour détecter le phénomène, nous avons des réseaux d'informateurs. Et nous avons une équipe de lutte contre les pertes non techniques. Nous avons une équipe d'inspection. Avec l'appui de l'Agence nationale de métrologie, nous faisons des descentes inopinées dans les domiciles pour inspecter les compteurs. Mais quant au rançonnement, nous comptons sur la dénonciation de la clientèle. Généralement, les clients se plaignent des cas de rançonnement, mais ils n'aiment pas dénoncer. Ou bien ils viennent, dénoncent, mais on dit je ne veux pas qu'il perde son boulot. Ou bien que je ne veux pas que l'agent soit sanctionné. Et donc c'est pourquoi je voudrais prier la clientèle à dénoncer les cas de rançonnement. Nous faisons aussi des descentes inopinées dans les centres clientèles. Ou bien nous envoyons des gens, parce que nous, ils nous connaissent déjà, donc des gens sous anonymat qui vont peut-être glisser, essayer de leur glisser des choses. Donc il y a plusieurs clients que la SBE a arrêtés et a porté plainte contre ces gens-là. Et après les enquêtes, ils ont été présentés à la criette, puis déférés en prison. La SBE a institué des lignes. Il y a le 7302, vous pouvez appeler gratuitement. Il y a le numéro WhatsApp 98 89 90 12. Là, c'est des messages WhatsApp qu'on envoie dessus pour les plaintes en ce qui concerne la fraude et le rançonnement. Je voudrais prier malgré tout à la clientèle d'avoir confiance à la SBE. La réouverture immédiate de la frontière entre le Bénin et le Niger, c'est ce que réclament une vingtaine d'ONG internationales à la CEDEAO. Depuis le coup d'État du 26 juillet à Niamey, le pays subit des sanctions imposées par l'organisation régionale. Mais pour ces ONG, parmi lesquelles Médecins du Monde ou Oxfam, un allègement des sanctions permettrait de faire entrer par le Bénin une aide humanitaire d'urgence. Plus de 4,3 millions de Nigérians en auraient besoin selon elles.
Un appel qui intervient après le sommet de la CEDEAO dimanche à Abuja, une réunion au cours de laquelle les dirigeants ouest-africains ont décidé de maintenir les mesures économiques et financières contre Niamey, et ce, tant que le pouvoir militaire ne s'engagera pas sur une transition courte pour un retour des civils au pouvoir. Les autorités nigériennes ont qualifié ces sanctions d'inhumaines. Avant le coup d'État, par exemple, le Nigeria fournissait 70% de l'électricité achetée par le Niger. Mais avec ces sanctions, Abuja a suspendu sa fourniture et depuis, la quasi-totalité des quartiers de Niamey subissent des coupures de courant. Autre conséquence de ces sanctions, le budget national du Niger pour 2023 a été réduit de 40%. C'est officiellement terminé pour la MINUSMA après 10 années passées sur le territoire malien. Le drapeau de l'ONU a été abaissé lors de la cérémonie de départ qui s'est tenue dans son quartier général à Bamako en présence de nombreux officiels des Nations Unies. L'occasion pour le chef de la MINUSMA de relativiser le bilan de la mission qualifié d'échec par le gouvernement malien et vivement critiqué par la population. Nous partons avec la conviction d'avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir pour exécuter le mandat donné à la mission, fiers de ce que nous avons pu accomplir, mais aussi lucides quant aux limites de notre action. Outre Bamako, la MINUSMA doit fermer les sites de Gao et Tombouctou dans le nord du pays, ce qui doit normalement être fait dans les prochaines semaines. Nous allons nous efforcer de raccourcir les délais pour la liquidation de la MINUSMA, car nous souhaitons concentrer sur un nouveau chapitre entre la ONU et la Mali. Nous souhaitons travailler étroitement avec vous dans cette nouvelle étape dans laquelle les Nations Unies pourront appuyer les efforts du Mali en matière de développement, d'éducation, de démocratie ou encore de droits humains. Avec plus de 180 membres tués dans des attaques de djihadistes, la MINUSMA est la mission de l'ONU qui a été la plus touchée ces dernières années. Malgré ses pertes humaines et un budget annuel de plus d'1 milliard de dollars, la mission n'a pas réussi à atteindre son objectif de mettre fin au djihadisme dans le pays. Ousmane Sonko sera-t-il de nouveau enregistré sur les listes électorales et ainsi autorisé à se présenter à la présidentielle de février 2024 au Sénégal? L'opposant sera fixé jeudi. Lors de l'audience qui s'est tenue mardi à Dakar, le juge a fait savoir qu'il rendrait son verdict le 14 décembre. Après avoir écouté les parties, 8 heures d'horloge, plus un bonus de 15 minutes chacun, le juge a décidé de se retirer et d'aller dans la solitude et avec comme seul guide sa conscience et son bréviaire, c'est la règle de droit pour rendre sa décision le 14 décembre. La Cour suprême au Sénégal avait cassé le 17 novembre un jugement rendu en octobre qui avait remis Sonko dans la course en annulant sa radiation des listes électorales. Elle avait décidé que l'affaire devait être réjugée en première instance. Nous pouvons être optimistes et nous avons des bonnes raisons d'être optimistes. Mais nous savons aussi que ce dossier a une dimension essentiellement politique. Elle est motivée politiquement. C'est un domaine qui ne relève, hélas, pas de notre compétence, mais qui répond à des considérations qui échappent à notre compétence. Mais si nous devons nous tenir au droit, il n'y a aucune raison objective et juridique qui justifie que M. Ousmane Sonko soit radié sur les listes électorales. De leur côté, les avocats de l'État sénégalais considèrent que la demande de l'opposant est irrécevable car elle a été déposée hors délai.
L'ex-président sierra-léonais Ernest Bai Koroma a été interrogé pour la 3e fois par la police à Freetown sur les événements du 26 novembre qualifiés de tentative de coup d'État par les autorités. Samedi, le gouvernement avait annoncé que Koroma, qui a dirigé la Sierra Leone de 2007 à 2018, avait été laissé en liberté à condition qu'il reste dans les limites de sa propriété à Freetown et qu'il reçoive un nombre limité d'invités. De nombreux policiers ont également été déployés autour de sa résidence. D'anciens gardes de Koroma sont, selon les autorités sierra-léonaises, soupçonnés d'avoir participé aux troubles du 26 novembre. Ce jour-là, des hommes avaient attaqué une armurerie militaire, 2 casernes, 2 prisons et 2 postes de police. Les combats avaient fait 21 morts, 18 membres des services de sécurité et 3 assaillants. Plus de 70 personnes ont été arrêtées en lien avec ces événements, majoritairement des militaires, selon les autorités. Ce week-end, les chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest ont engagé la Commission à faciliter le déploiement d'une mission de sécurisation de la CEDEAO en Sierra Leone pour aider à stabiliser le pays. Dans une semaine, au moins 44 millions d'électeurs seront appelés aux urnes à la faveur des élections locales, législatives et présidentielles en RDC. Mais mardi, la Commission électorale nationale indépendante a lors d'un point de presse fait savoir que le vote n'aura pas lieu dans les localités de Rutshuru et Masisi dans le Nord Kivu, théâtre d'affrontements entre l'armée et les rebelles du M23. À Rutshuru, on a enrôlé plus ou moins 10% des électeurs attendus, n'est-ce pas? Et on n'a pas de candidats. Donc les conditions ne sont pas réunies pour qu'on ouvre des bureaux de vote. À Masisi, je crois que c'est à 1% à peu près. Pour le reste, la commission électorale est confiante. Le vote aura lieu dans le Nord Kivu, mais pas pour les déplacés de guerre. C'est plus d'1 million de citoyens qui seront privés de vote, selon l'international Crisis Group. Le matériel ira dans les sites de vote. Et donc, quelqu'un ne peut pas vous dire qu'est-ce qui manque. Non, non, non. C'est dire, nous y allons progressivement. Sinon, tout est là, soyez rassurés. Le 20, nous allons voter. En août, la CENI avait annoncé que 16 sièges à l'Assemblée nationale avaient été réservés pour 3 territoires en proie à l'insécurité, Rutshuru et Masisi, ainsi que Kwamut, dans l'ouest du pays. Le Kenya est sorti du danger du surendettement, a affirmé mardi son président William Ruto, qui a vanté sa politique économique malgré la colère de l'opinion publique face aux hausses d'impôts et à la réduction des subventions. Le chef d'État s'est exprimé à Nairobi à l'occasion d'une cérémonie publique marquant les 60 ans de l'indépendance de l'ex-colonie britannique. Together, we have made the right choices. Ensemble, nous avons fait les bons choix, parfois pris des décisions très difficiles et douloureuses pour préserver le Kenya de la catastrophe du surendettement et permettre à notre pays de progresser vers une nouvelle direction. Je suis fier que ces sacrifices aient porté leurs fruits. Je peux maintenant confirmer sans crainte d'être contredit que le Kenya est sorti du danger du surendettement et que notre économie repose sur des bases stables. L'économie kenyane a été sérieusement impactée par le Covid, la guerre en Ukraine et une sécheresse historique dans la Corne de l'Afrique, avec pour conséquence des pertes de trésorerie, une inflation galopante et la dévaluation du shilling kényan. L'inflation est maintenant de 6,8% alors qu'elle était de 9,2% il y a un an. Au cours des 6 derniers mois, notre PIB a augmenté de 5,4%, ce qui fait du Kenya la 29e économie à la croissance la plus rapide au monde, selon la Banque mondiale. Depuis son élection en 2022, William Ruto a introduit une série de nouveaux impôts et taxes. Contre ces nouvelles mesures fiscales, des manifestations qui ont fait plusieurs dizaines de morts se sont tenues entre mars et juillet à l'appel de l'opposition. Le dépouillement des bulletins de vote est en cours en Égypte après l'élection présidentielle. Le scrutin débuté dimanche a pris fin mardi en effet. Dès la clôture des bureaux de vote, le journal gouvernemental Al-Ahram rapportait déjà que l'autorité nationale des élections a enregistré un taux de participation sans précédent, alors que les résultats seront dévoilés lundi.
Abdel Fattah al-Sisi et 3 autres candidats, peu connus du public, briguaient le fauteuil suprême du pays. Un scrutin synonyme de formalité donc pour le président sortant, assuré de conserver son trône. Sauf un coup de théâtre auquel son pays n'est pas habitué, l'ancien chef de l'armée entamera son 3e et dernier mandat selon la Constitution, alors que l'Égypte fait face à une situation économique morose entre une inflation à 38,5% et de graves pénuries de devises étrangères, après que la livre égyptienne a perdu la moitié de sa valeur en un an. La guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza voisine est aussi devenue un souci majeur pour le Caire.